Alors, Martine Donnette, c'est ça? Oui, voilà. Bonjour. Bonjour. Et monsieur Claude Dio. Bonjour monsieur. D'abord, merci déjà de répondre à nos questions. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de nous présenter un petit peu ce que vous faites, nous dire qui vous êtes et nous présenter un peu ce que vous faites. D'accord? Ok. Alors, je vous écoute. Alors, nous sommes une association de commerçants. Oui. Et donc, dans le cadre de nos activités, on est confronté au permis de construire, de la grande distribution et aussi aux infractions, parce que on s'est aperçu que dans le cadre de nos activités, la grande distribution a pris des largesses, s'est étendue, enfin, elle a fait ce qu'elle a voulu, avec la complicité des élus et avec la complicité de l'administration. D'accord. L'activité de l'association, principalement, c'est quoi? Eh bien, c'est surtout d'éviter que la grande distribution s'étende. D'accord. Parce qu'il faut savoir que la consommation des clients, des consommateurs, elle n'est que de 6%. Et que l'augmentation des surfaces de vente est de 27%. Donc on voit bien que les autorisations, ils donnent des autorisations, alors que ça ne correspond pas aux besoins du consommateur. C'est pour ça qu'on est arrivé, que vous avez vu, on voit des centres-villes complètement déglingués, et que vous voyez maintenant, ils vont aussi sur des terres complètement, ils vont n'importe où, puisqu'ils ne sont pas limités dans leur extension. Oui, d'accord. Donc on les arrête pas, même quand ils veulent s'installer sur du Natura 2000, sur du. Voilà, tout à fait, tout à fait. Ils ont pas de contraintes. Normalement, ils devraient en avoir, par rapport au PLU. Dans la loi, il y a déjà des contraintes. Dans la loi, il y aurait des contraintes, mais ils se sont tellement, pris pris des libertés, voilà, oui. Pris des libertés. Et après, les élus, ils savaient très bien qu'ils délivraient des permis de construire frauduleux, et les élus ont été complices. Donc, on peut pas dire que qu'il y ait de la corruption active ou passive, on sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que les élus ont favorisé l'expansionnisme de la grande distribution sur des endroits qui étaient totalement inconstructibles. D'accord. Alors ça, c'est la violation, c'est ce qui a causé vraiment des conséquences sur l'environnement. L'environnement des terres, mais aussi l'environnement urbain, puisqu'ils ont déglingué tous les centres-villes. Et lorsque vous avez des découvertes comme ça, quel recours? Il y a des recours juridiques que vous avez auxquels vous pouvez faire appel pour peut-être pas annuler un permis de construire, parce j'imagine qu'une fois qu'une grande surface est posée à un endroit, on va peut-être pas la détruire. Alors, il faut savoir que la grande distribution, elle doit demander 2 autorisations. Une autorisation d'exploiter et une autorisation de construire. Donc nous, en tant qu'association de commerçants, on ne peut attaquer que l'autorisation d'exploiter. D'accord. Donc, même si on attaque l'autorisation d'exploiter, ça n'empêche pas au maire de délivrer des permis complètement bidons et complètement foireux. Et on ne peut pas dire que ça soit dans les grandes villes que ça se passe, parce qu'on voit bien aujourd'hui que les enseignes qui étaient des enseignes hard discount, aujourd'hui, elles ont pris le pas. Et elles vont aussi bien dans des communes de 1500 habitants, et on voit bien que les pratiques des petites communes, maintenant, elles prennent le relais des grosses communes qui ont donné des milliers de mètres carrés de centres commerciaux. Et puis parce qu'ils ont sacrément de la surface en général, parce qu'en général, les petites communes, il y a peu d'habitations et beaucoup de terrain. Donc je suppose que c'est une cible préférentielle, peut-être? C'est pas au niveau terrain, parce qu'ils ne vont pas c'est des petites surfaces de moins de 1000 mètres carrés. Donc, si vous voulez, ils prennent pas énormément de terrain. Mais on voit quand même que les maires ont modifié leurs plans locaux d'urbanisme pour pouvoir implanter une grande surface. Donc c'est là, ils avaient la possibilité de dire, moi je vais pas modifier mon PLU, mais on voit bien qu'ils sont dans le système à mort, même dans les petites communes. Et vous avez déjà pu prouver je vais dire la complicité qu'il y a avec les élus? Enfin, est-ce que vous avez déjà pu mettre le doigt sur une vraie fraude, ou est-ce que c'est quelque chose que vous supposez au travers les constructions que vous voyez? Non, on voit bien que c'est des violations carrément des plans locaux d'urbanisme et la violation des plans de prévention des risques. Donc, où c'est grave, c'est qu'ils vont vous mettre sur des zones complètement, même complètement déglinguées. Vous voyez, comme ça, par exemple. Ils vont aller, ça, c'est des zones
ce sont des zones à risque, des zones inondables, des zones humides, des zones Natura 2000, des zones agricoles. Oui. Et quand on voit là, il y a un projet qui a été autorisé à cause d'une zone à effondrement. Donc on voit bien que les élus, Là. voilà. Là c'est une zone, une partie de l'autoroute, c'est une zone d'effondrement. D'accord. Parce que c'est des zones, si vous voulez, où il y a les sables mouvants au bord de la Loire et tout ça. Ah ouais. Donc d'un seul coup, il y a une aspiration, il y a des canals souterrains qui s'affaissent, et vous avez ça. Donc on va donner quand même des autorisations, voilà, sur des zones à risque. Bon, je vais pas vous dire que le centre commercial, il va être ils vont le construire sur le trou, mais ce sont des zones de ce genre de. Il peut y avoir en tout cas des voies d'accès qui peuvent être construites sur ces zones-là. Voilà, sur ces zones-là, et c'est toléré. On va pas dire que c'est toléré, mais ils savent. Enfin, c'est toléré par le maire, c'est peut-être pas toléré par le code de l'urbanisme, le code de l'environnement, mais étant donné qu'ils savent qu'ils n'auront jamais de recours, puisque les commerçants peuvent pas faire de recours, et puis bien souvent les maraîchers et tout ça, bon, ils se moquent de faire des recours. Donc ils ont un champ, la liberté de pouvoir faire sur du n'importe quoi. D'accord. Et du coup, lorsque les recours ne fonctionnent pas, enfin, parce que j'imagine que vous faites des recours. Ah, voilà. Nous faisons les recours que sur l'autorisation d'exploiter, sachant que ceux qui vont donner les autorisations en commission, ils savent qu'ils vont le donner sur des zones complètement catastrophiques. Alors après, on vous dit « Ah, mais il y a une inondation. Ah, mais il y a ci. Ah, il y a ça. » Alors qu'ils le savent pertinemment qu'ils ont donné le centre commercial sur une zone totalement inondable. Voilà. Et qu'est-ce qui vous reste sinon comme recours justement parce que ça, il faut bien le faire à défaut de réussir à aboutir à quelque chose par voie juridique ou administrative. Au moins informer de ça, c'est le seul recours que vous avez, d'informer sur ces problèmes-là. Alors justement, nous on saisit les députés et les sénateurs pour pouvoir modifier les textes de loi, et comme on n'y arrive pas, on a saisi le Conseil d'État pour dire mais pourquoi les associations de commerçants ou les commerçants, on ne peut pas attaquer les permis de construire qui violent les PLU. Et ça, on attend le jugement du Conseil d'État. D'accord. Mais ça ne vient pas tout seul. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas s'attendre. Et des collectifs comme Anticorps ou ce genre de choses, est-ce qu'ils peuvent intervenir sur ce genre de choses? Alors, Anticorps, on est déjà rentré en contact avec Anticorps et tout ça. Mais pour eux, c'est pas. Ils travaillent sur les subventions. Oui. Ils travaillent sur les subventions. C'est la corruption financière, donc voilà. Du coup, les corruptions d'administration. Voilà. Ça ne les intéresse pas pour le moment. Parce qu'on espère quand même. Parce que le maire, quand il délivre une autorisation, c'est quand même une autorisation d'un magistrat. C'est le premier magistrat de la ville. Hein. Oui. Donc quand vous avez un maire qui ne respecte pas ni son PLU ni son PPRI, il y a quand même de quoi se poser des questions. Oui. Vous savez, j'ai connu un maire qui se faisait livrer les déchets de chantier dans son jardin pour pouvoir planter des oliviers. Ah oui, je vois. Oui. Des cas concrets aujourd'hui, vous en avez. Alors, on va parler peut-être un peu du livre que vous avez écrit. Ça fait partie, ce livre que vous avez écrit, donc que je vais montrer à la caméra. Donc 418 milliards, la fraude de la grande distribution avec la complicité des élus et de l'administration. Voilà. C'est votre premier livre que vous avez écrit sur ce sujet? Non, c'est le second, parce qu'on avait écrit Seul face aux géants, le premier livre. D'accord. Excusez-moi, il y a la poussière du... C'est pas grave, t'inquiète pas. On prendra la couverture en numérique. Voilà. Donc le nouveau livre de 418 milliards, alors ce qu'on avait dénoncé dans le premier livre, c'était par rapport à nous, ce qu'on avait vécu avec les tribunaux et tout, donc on avait expliqué comment on est arrivé à aller sur les enquêtes. Oui. Et le second livre, il est plus sur les enquêtes pour dénoncer vraiment comment ça se passe avec les élus, et on a mis beaucoup de procédures, les débats avec les procédures, voilà. Qu'est-ce que vous en attendez de ce livre? Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise aux gens? Ben déjà, on voudrait que les consommateurs, que les gens
s'intéressent à ce phénomène. Parce qu'on dit toujours, mais la corruption, on va citer par exemple ou un député ou un sénateur ou un gouvernement, mais on ne pense pas que ce sont nos élus locaux qui sont les premiers responsables. Parce que si vous voulez, comme ça marche en commission, ils sont 6 en commission. Donc ils partent du principe, je te laisse avoir un supermarché, je te laisse avoir un centre commercial sur ma commune, mais tu sais que la prochaine fois, quand ça sera mon tour, tu voteras aussi pour, même si le projet ne correspond pas aux besoins du consommateur. C'est ça, la réciprocité. Alors, comment vous arrivez à ce chiffre-là de 418 milliards? Alors, 418 milliards... Ça paraît juste énorme, hein, je veux dire. C'est tout à fait. Hein. C'est le montant des amendes que Bercy aurait dû aller chercher à chaque fois qu'on a dénoncé des dossiers. Alors, on a parlé là des dossiers où ils ne respectent pas le PLU et le PPRI, mais après, vous avez la grande distribution qui... par exemple, à une autorisation de 2900 mètres carrés comme le Leclerc de Gelée, mais là c'est dans le 69, on n'est pas dans la région PACA. Il a fait 4900 mètres carrés alors qu'il en a le droit qu'à 2900. Donc il fait 4900 mètres carrés, donc il a 2000 mètres carrés de surface illicite. Si le préfet l'obligeait à fermer et à payer les amendes sur les 2000 mètres carrés, on arrive avec toutes les surfaces illicites que nous avons dénoncées, les amendes, c'est ce montant, c'est 418 milliards, c'est le montant de toutes les mètres carrés illicites que nous avons dénoncés et que les préfets n'ont pas fait fermer et que Bercy n'a pas été rechercher les amendes. Donc un sacré manque à gagner. Ah ben non seulement c'est un manque à gagner parce qu'ils ont fait de la concurrence déloyale, mais ce sont des sociétés qui se sont enrichies illégalement, parce que quand vous avez une autorisation de 2900 et que vous en faites 4900, le chiffre d'affaires n'est pas le même quand même. Alors je me fais un peu l'avocat du diable, hein. Je suis pas dans l'opinion de ce que je vais vous dire, mais je sais que, par expérience que le genre de réponse qu'on reçoit en général sur ce genre de problème, c'est de dire oui mais monsieur ou madame, j'ai créé autant d'emplois qui donc pour ma commune est quelque chose de conséquent et c'est normal qu'on m'autorise à prendre quelques libertés parce que c'est dans l'intérêt de la population de la commune, ne serait-ce que par les emplois, par les services et par les produits qu'on propose. Qu'est-ce que vous opposez à cet argument? Ben nous, ce qu'on oppose, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est un député, c'était Monsieur Charrier, hein, qui disait que pour 3 emplois détruits, pour la création d'un emploi, la grande distribution détruit 3 fois plus d'emplois. C'est-à-dire, par exemple, un hypermarché va créer 200 emplois, mais autour de lui, il va en détruire au moins 700 emplois. Donc l'argument, il faudrait peut-être que Bercy, que le gouvernement nous dise vraiment quelle était la création d'emplois, quel est le résultat au bout d'1 an ou 2 ans sur tous les emplois qui ont été détruits. Et là, ils n'y vont pas. Hein. Là, on n'a pas ce résultat. Oui, hein. C'est pas le genre de chiffre qu'ils donnent en général. Voilà. Mais du coup, c'est vraiment très grave parce que ça veut dire que là où on est, quand on nous dit il n'y a pas d'argent magique, quand on nous parle soi-disant des fraudes de sécurité sociale, quand on nous parle de tous ces problèmes-là, ils paraissent vraiment ridicules par rapport à 418 milliards de choses qu'on devrait réclamer. Donc quand on leur fait des cadeaux comme un CICE qui aujourd'hui a plus gagné aux grosses distributions que finalement... Et qu'ils n'ont pas, et en plus dans le CICE, ils n'ont pas à vérifier quelle a été la destination, parce que la destination c'était la création d'emplois. Oui. Donc là, on ne sait pas du tout s'ils ont modernisé les entreprises, on sait pas. On a même des exemples de gens qui ont touché le CICE et qui ont licencié quelques mois plus tard. Carrefour l'a fait. Hein, donc, Voilà. Donc pour revenir à la question au CICE, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires, les bénéfices qu'ils ont fait sur les surfaces illicites, ça leur a permis de recréer d'autres hypermarchés, si vous voulez. C'est un engrenage. Ils sont devenus de plus en plus puissants par l'utilisation de nombre de milliers de mètres carrés illégaux. Donc, si vous voulez, pour eux, c'est toujours bénéfique d'avoir une autorisation, de s'étendre illégalement, sachant qu'ils n'auront jamais de recours sur ces extensions illégales. Donc c'est un cercle vicieux et on voit bien que les élus locaux sont parfaitement au courant parce qu'ils sont obligés de demander la sécurité, donc ils amènent des plans
qui correspondent pas aux autorisations et ils laissent faire. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a la complaisance des élus et de l'administration. D'accord. Mais alors, est-ce que les élus ont réellement le choix? Je ne vais pas rentrer dans du complotisme, mais est-ce que vous pensez que les élus le font vraiment par intérêt personnel par rapport au fait des cadeaux qu'ils vont obtenir de cette relation? Ou est-ce qu'il n'y a pas plus un phénomène de pression et de lobbyisme, comme on a l'habitude d'en voir dans ce pays, où c'est pas une liberté que les élus donnent aux industries, c'est plus les industries qui ont tout le pouvoir et qui imposent aux élus leurs desiderata. Pour vous, c'est plutôt dans quel sens que ça marche? Moi, je dirais c'est un donnant-donnant. Ouais. C'est-à-dire, je te donne des mètres carrés illégaux, je te laisse exploiter tes mètres carrés illégaux, mais au moment où j'aurai besoin de faire une campagne électorale ou que j'aurai besoin de financement, je te demanderai un coup de main pour soit payer mes affiches, soit payer. D'accord, l'échange de bons procédés. Et voilà. Je pense que ça marche comme ça parce que quand on voit l'attirance qu'ont les élus à plutôt fréquenter les gens de la grande distribution que de fréquenter les commerçants, ben on voit bien qu'il y a plus d'intérêt vers ce genre de catégorie. C'est quand même, faut dire que c'est quand même, comment dirais-je, c'est promu par nos gouvernants. Parce que si nos gouvernants, depuis qu'on le dénonce depuis une quinzaine d'années, si le gouvernement avait fait appliquer la loi, on n'aurait pas en train d'expliquer ce que, hein, d'accord. Et là, on a aujourd'hui, on a en phase terminale d'un gros procès, celui-là, où le préfet ça fait depuis 2015 qu'on le dénonce. Le tribunal de la cour d'appel de Marseille, c'est un saisie vraiment du dossier, a condamné le préfet à 1 000 euros d'amende et 5 000 euros aussi. Il n'arrivait pas à faire condamner ces gens. Et bien là, monsieur le ministre de l'économie et des finances a fait appel du jugement de la cour d'appel. Alors, c'est là où on voit qu'ils ne veulent pas y aller. Où ils craignent qu'on aboutisse dans nos démarches, parce que comme nous avons fait une démarche juridique contre le ministère qui n'allait pas chercher avec une liste qui se trouve dans le bouquin, là dans le livre. Hein. Dans le livre. Oui, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Oui, non, mais... Oui. Il se trouve dans toutes les explications qui sont. Donc, monsieur le ministre, il va se défendre dans sa politique où il ne va pas chercher les œufs. Il va rester cohérent, lui, il va toujours rester. Mais c'est quand même nous, les victimes, ce sont les citoyens, les consommateurs et ceux qui payent des impôts. Moi, j'en paye pas. C'est le contribuable. Les contribuables. Parce que c'est un manque à gagner dans les recettes de l'État. Oui, oui, et puis ça va bien au-delà, parce qu'une somme comme ça, je veux dire, on nous répète à longueur de temps... Pour la région PACA, hein, c'est ça. Oui, en plus, ça représente qu'une seule région. Nous ne parlons que des sommes dans lesquelles on a fait des procédures et qu'on a soumis au préfet. Là, ça devient... Ben, il est peut-être là, l'argent magique, en fait. Hein. Ben il est magique pour eux. Hein. Oui, voilà, il est magique pour eux. Parce qu'ils s'enrichissent illégalement. Donc c'est sûr qu'il est magique. Vous parliez de la Sécu, c'est bien connu. Combien de députés le dénoncent et pourquoi l'État ne le fait pas? On peut se poser des questions. Non, et quand on parle des fraudes de la sécurité sociale, on parle de millions. Oui, oui, tout à fait. Voilà, nous on parle de milliards. On n'est pas tout à fait sur la même échelle. Alors, en plus, c'est une association de commerçants, hein, vous m'avez dit. Qui provoque. Parce que là, lorsque vous avez des grandes distributions comme ça qui s'installent, qui prennent la zone de chalandise pour eux, hein, voilà. Puis par le marché. Ça tue des commerçants. Des parts de marché. Des parts de marché. Et ça tue surtout les débouchés des jeunes qui voudraient s'installer. Oui, voilà, tout à fait. Parce que vous avez plein de jeunes. À chaque fois, on me téléphone. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais faire? Mais je lui dis, mais tant que vous n'avez pas la garantie que votre élu va vous protéger en appliquant les lois, oui. Je lui dis, c'est pour ça qu'on lutte, nous, c'est pour faire respecter les droits fondamentaux. Alors, comme vous disiez, on est une association de commerçants, mais on s'occupe aussi de l'environnement urbain. Parce qu'on s'aperçoit que les gens, avec le nombre de milliers de mètres carrés qu'ils ont mis en périphérie, on voit bien que le consommateur et les habitants se retirent des centres-villes.
Alors que vous avez tous ces logements qui sont complètement abandonnés, c'est complètement en désuétude. Et si on remettait, on remettait l'argent des amendes, c'est-à-dire que si vraiment le gouvernement allait rechercher les amendes et qui réinvestissait dans les centres-villes et dans les locaux en les remettant en normes et autres, on recréerait 3 fois plus d'emplois que la grande distribution. Ouais. Oui, mais ça n'arrangerait pas, effectivement. Mais on l'a très vu nettement. Puisqu'ils sont dans l'illégalité, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Ils sont dans l'illégalité, on ferme, point, et puis après... Et on remettre surtout des services publics. Ouais. Parce que quand vous avez des communes, vous avez toutes les rues qui sont abandonnées, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus d'habitants, il n'y a plus de services publics. Ouais. Alors que c'est vraiment le cœur de ville, la vie c'est au centre-ville. Hein. C'est le centre commercial principal. Est-ce que ça, on va dire cette différence de traitement entre finalement les artisans, commerçants, TPE, PME et la grande distribution, est-ce qu'elle n'a pas été mise encore plus en exergue par rapport à la crise sanitaire? Les démarches ont été faites où on voit nettement qu'il y a on a quand même laissé un champ d'action beaucoup plus large à des grandes surfaces ou de la grande distribution qu'aux petits commerçants. Voilà. Là, on l'a bien vu, hein, parce qu'ils ont favorisé l'ouverture des centres commerciaux. Bon, après, il y a eu une bagarre, donc ils ont quand même fermé les rayons qui étaient non essentiels et autres. Mais autant on a fermé tous les centres-villes, autant on a laissé ouverts les centres commerciaux. Donc, on voit bien que c'est un choix politique, c'est délibéré. Oui, c'est ce que répond d'ailleurs Didier Raoult quand on lui demande quand est-ce qu'on va enlever le masque. Il répond: je ne sais pas, je ne fais pas de politique. Voilà, donc, tout à fait. Donc effectivement, alors dans mes dernières questions, je dirais est-ce que c'est pas un peu un combat de David contre Goliath ou vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vraiment vous pensez qu'on peut réussir à avoir le dessus ou avoir gain de cause dans ce genre de combat face à des énormes machines qui finalement arrivent à donner leur influence même sur des élus quand même, hein. Ouais. Moi je pense qu'on peut y arriver. Alors je suis peut-être un peu utopiste et autres. On voit qu'en politique, c'est pas un défaut, hein. oui. On voit qu'en politique aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'engager en politique pour remettre justement de la morale, de l'éthique en politique. Et si on leur donne des sujets, parce que le problème, excusez-moi, oui, alors donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'engager en politique. Ils ont il y a beaucoup de problèmes à résoudre, hein, mais ils veulent d'abord remettre de l'éthique, de la transparence, parce que c'est ça. Aujourd'hui, on voit bien, ils savent qu'il y a des problèmes, mais ils savent pas comment résoudre les problèmes. Et ce n'est pas les vieux loups de mer qui sont là depuis des mandats et des mandats, des trentaines de mandats et des cumuls de mandats, qui vont leur expliquer comment ça se passe. Donc, on espère que, grâce à vous, grâce aux médias, que les jeunes qui s'engagent en politique vont se saisir du problème. Oui, c'est-à-dire que vous lancez l'alerte, voilà, dans l'espoir que même si c'est pas entendu aujourd'hui, mais en tout cas les choses existent, voilà. Et peu importe ce qui va prendre le relais, puisqu'on est quand même dans une époque de changement et on voit qu'il y a des alternatives qui arrivent, pour que les gens aient déjà des éléments et soient prêts, surtout que je ne cache pas que si effectivement le citoyen gagne et reprend le pouvoir demain, va y avoir un sacré boulot comme ça de d'épuration et de nettoyage à faire. Ouais. Voilà. Surtout que nous, on a vu des communes où quand il y avait changement de municipalité, toutes les archives disparaissent. Oui. Donc il faudra bien que les jeunes qui arrivent aient des éléments sur lesquels se baser. Une chose importante, nous, on a toujours considéré que la chance qu'on en avait, c'est de saisir la justice. On s'est aperçu au cours du temps que la justice n'est pas toujours favorable entre le petit et le grand. Mais on a toujours continué. Et là, on est dans une phase où, quand on passe au tribunal, on n'a pas du tout... Nos opposants à la grande distribution ne nous traitent plus du tout de la même manière, puisque la justice devient favorable. Ouais. Mais on a mis 27 ans quand même. Ah ouais, ouais. C'est pas qu'elle devient favorable, c'est qu'elle regarde, elle regarde les dossiers. Voilà, elle devient favorable, elle est attentive. Ouais. À ce que l'on dit, alors qu'elle était beaucoup moins avant. Ouais. Parce qu'on était avant, ils balayaient ça. Et puis, nos adversaires nous balayaient d'une main en disant cela. Casino disait qu'on était des nains de jardin, nous méprisaient, si vous voulez, pour donner un exemple.
Mais aujourd'hui, on est reconnu. Vous avez même des grandes surfaces qui veulent se mettre dans notre procédure, s'associer à la nôtre. Donc ça veut dire que nous sommes reconnus. Et maintenant, puisqu'on va finir celui-là, celui de Nice, et après on ira à l'Europe. Mais on a décidé d'aller jusqu'au bout. La justice doit faire son travail. C'est clair. Il faut le dire aux gens. La justice, on peut la critiquer. On est là pour la critiquer. Tout le monde doit être là pour pouvoir dire ce qu'il a à dire sur la justice, pour qu'elle puisse changer de braquet, en l'occurrence. Aujourd'hui, c'est seule la justice qui peut nous sauver tous, le citoyen. On est en train de tous faire des manifestations, mais qu'est-ce qu'il fallait faire que d'aller voir la justice? Oui, tout à fait. Désolé, quand vous avez un problème, on vous vole votre appareil, vous allez voir la police. Après, on s'est aperçu bien souvent qu'on ne peut pas être satisfait de la police, mais c'est à nous de le dire. Et de s'organiser, de faire des associations et tout, pour le dénoncer. Et puis si, quand le système ne va pas, il ne faut pas voter pour celui-là, il faut en voter pour un autre. Voilà, c'est tout simple. Si vous aviez un message à faire passer, un appel pour enrichir cette lutte, qu'est-ce que vous diriez si vous pouviez parler à toute la population en une seule fois? Qu'est-ce que vous diriez à toute la population aujourd'hui par rapport à ce genre de problème? Mais qu'il faut surveiller les élus locaux. Oui. Et c'est prévu par la loi. Oui. Et qu'ils lisent notre livre 418 milliards parce qu'on leur a donné toutes les clés pour savoir comment les élus trafiquent les pays. Et c'est justement, si aujourd'hui les élus ont pris tant de liberté comme la Constitution, c'est parce que les citoyens n'avaient pas été assez vigilants avec leurs actions. D'accord, donc au travers de ce livre, vous leur donnez aussi un certain nombre de filtres, un certain nombre de clés de compréhension, vous pointez du doigt là où il faut regarder. Voilà, tout à fait. Pour qu'ils puissent avoir à l'œil un peu ces histoires-là et essayer de comprendre si dans leur région, par hasard, ça serait pas un peu la même chose. Voilà, et on est à leur disposition pour leur donner plus amples détails. Alors tout à fait, comment on fait pour vous contacter ou pour vous joindre justement si les personnes ont envie de creuser un peu plus et peut-être de... Mais toutes les coordonnées sont sur notre site. entoutefranchise.com. Alors, c'est en-toutefranchise.com. D'accord. J'en ai parlé. Toute franchise au singulier, hein? Oui, en toute franchise au singulier. D'accord. Donc .com. Oui, non, il n'est pas... si, il est bon, celui-là. Voilà. Bon, ben, je noterai vos coordonnées. Le numéro de téléphone aussi, on peut c'est les bons. Oui, c'est bon. Donc comme ça, les gens peuvent éventuellement prendre contact avec vous, soit pour commander le livre éventuellement. Parce que où c'est qu'on le trouve ce livre actuellement? Le livre, vous le trouvez en librairie. Hein? Oui, voilà, c'est ça. C'est en librairie. Toutes les librairies et chez l'éditeur. D'accord. L'éditeur qui est Talma. Voilà, Talma Studio. Donc 418 milliards, la fraude de la grande distribution avec la complicité des élus et de l'administration aux éditions Talma. Donc on conseille ce livre. Voilà. Moi pour ma part, je vous remercie d'avoir répondu à ces questions parce que c'est vrai que c'est un problème. Enfin, c'est un sujet que les gens on sait qu'il y a de la fraude, on sait qu'il y a du lobbying, mais les gens le voient comme un problème un peu vaporeux. Voilà. Là, c'est vraiment un livre qui met du cas concret, qui explique comment ça fonctionne et qui permet aux gens de peut-être ne plus se faire avoir à l'avenir. Voilà. Et surtout le système. On voit bien. Vous êtes des lanceurs d'alerte, hein? Ah oui, tout à fait. On qualifie aussi. Voilà, on est des lanceurs d'alerte. Eh ben écoutez, je vous remercie beaucoup pour tout ça. Et puis on va suivre un petit peu comment se déroule. On va se mettre sur votre site et tout ça. D'accord. Et puis on donnera quelques informations aux gens si vous avez des nouvelles de temps en temps. Ok. Ça vous va? Merci beaucoup. On vous donnera nos coordonnées aussi. Pas de souci. Je vous remercie en tout cas, messieurs dames. Merci beaucoup. Bonne soirée.